De retour dans l'Africa Newsroom, ils sont toujours avec nous, notre invité consultant bancaire Maïs Moïsi et nos éditorialistes Nadia Lamarckby et Jean-Marie Bitomo. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Le taux de bancarisation en Afrique est relativement bas. Pour donner quelques exemples, au Rwanda, plus de 10% de la population épargne de l'argent dans les banques classiques et 7% des Congolais possèdent à ce jour un compte bancaire. Mais près de 2/3 des habitants du pays d'Émile Collines utilisent le mobile banking, un système de paiement ou de transfert d'argent par téléphone mobile et qui s'avère une alternative crédible pour beaucoup d'habitants du continent. Alors comment fonctionne ce système ? Qu'apporte-t-il à l'économie des pays du continent africain? Élément de réponse avec ce reportage de nos correspondants Olivier Jacontan et Prince Bafolo. La bancarisation des populations est encore dans un état embryonnaire dans de nombreux pays africains. Sur le continent, très peu de personnes ont recours aux banques pour l'épargne de leurs ressources financières. L'avènement du téléphone portable a favorisé l'essor d'une nouvelle forme d'épargne sur le continent. Il s'agit du mobile banking, un système électronique développé davantage par des compagnies téléphoniques. Ces dernières offrent divers services comme les transferts et retraits d'argent aux utilisateurs. Pourquoi les populations font-elles de plus en plus confiance au mobile banking? Quelle collaboration existe entre les opérateurs de téléphonie mobile et les banques? Quel est le poids du mobile banking dans l'économie des pays? Le mobile banking est en plein essor en Afrique. Grâce à une percée remarquable des téléphones portables, les populations ont régulièrement recours à cette alternative pour effectuer surtout les transactions financières. Au Congo comme au Rwanda, presque toutes les compagnies téléphoniques développent ce service, un système qui propose divers produits aux utilisateurs. Parlant de transactions, on peut citer entre autres payer des factures, on peut citer acheter du crédit de communication, envoyer de l'argent à un proche. Nos clients peuvent aussi faire des transactions financières depuis leur compte mobile money vers leur compte bancaire et vice-versa. C'est une application très importante. En 2014, on estimait à plus de 5 millions le nombre de Rwandais utilisant le mobile banking. Ce nombre pourrait connaître une nette augmentation en 2015. À Brazzaville comme à Kigali, ils sont de plus en plus nombreux à être séduits par la rapidité, l'efficacité, la proximité et surtout l'accessibilité de ce système. Je suis venue faire un retrait. En fait, j'avais mon argent dans mon téléphone et ensuite je suis venue, je lui ai envoyé de l'argent et il m'a donné de l'argent en espèces. J'utilise régulièrement Mobile Money pour envoyer de l'argent à mes proches dans le pays. J'aime bien ce service car ça réduit particulièrement le coût du transport et c'est plus pratique. Les opérations financières à l'aide des téléphones portables ont rapidement supplanté les banques classiques dans certaines zones du continent. La clientèle des dites banques s'est considérablement réduite. Au Rwanda, MTN est le leader dans ce domaine. Cet opérateur expérimente ce service depuis près de 5 ans et compte aujourd'hui environ 3 millions d'abonnés. Mais le leader de la téléphonie mobile entretient de bonnes relations avec les banques classiques pour une meilleure bancarisation des populations. We are working with BK, a big bank here. Nous sommes partenaires avec de nombreuses banques de la place. On peut citer KCB et BK. Nous travaillons également avec plusieurs institutions de microfinance. Tout cela pour expérimenter le mobile money à leur niveau. Every now and then we are having meetings. They all want to partner with MTN on mobile money. Autre pays, autre réalité, en République du Congo, le mobile banking est récent. 2 opérateurs téléphoniques expérimentent ce système depuis près de 2 ans. De nombreux Congolais adhèrent au principe et s'y abonnent peu à peu. Avec plus de 2 millions d'abonnés, Airtel, l'opérateur téléphonique le mieux implanté dans le pays, accentue la sensibilisation. Il s'agit d'un changement drastique des habitudes de vie des populations. Donc ça nécessite beaucoup d'efforts en termes d'éducation. Et les opérateurs effectivement investissent beaucoup dans les supports et les outils didactiques, car vous savez qu'il s'agit d'argent. Et lorsqu'on parle d'argent, il faut mettre l'utilisateur dans des conditions maximales de confiance.
Le taux de bancarisation tourne autour de 12% au Rwanda. Quant au Congo, il est à 7%. Le mobile banking s'avère aujourd'hui incontournable pour dissuader les populations encore réticentes à recourir aux banques classiques. Un changement d'attitude qui facilitera la croissance économique sur le continent. Quand on utilise le mobile banking, il y a la population qui ne thésaurise pas leur monnaie. L'argent n'est pas gardé sous le matelas, comme on dit, mais l'argent est gardé sous forme électronique. Au niveau macroéconomique, les gens qui peuvent épargner leur monnaie, leur argent, et quelque part, on peut savoir quelle épargne les gens font et comment on peut déployer cette épargne pour d'autres investissements. C'est un aspect positif. Le Kenya est un exemple dans l'utilisation de ce service en Afrique orientale. Plus de 70% de la population utilise le mobile banking. Plusieurs discussions sont menées par les opérateurs téléphoniques pour rendre fonctionnel ce système entre les différents pays de la dite région. East African Community. Nous sommes vraiment prêts en Afrique de l'Est pour l'expérimentation de transfert d'argent entre nos différents pays et pourquoi pas vers l'international. Ce qui veut dire que quelqu'un peut envoyer de l'argent à travers Mobile Money du Rwanda vers l'Ouganda, le Kenya ou la Tanzanie et vice-versa. A mobile money holder in Uganda or in Kenya or in Tanzania. Le mobile banking a encore un fort potentiel de croissance sur le continent. Selon certains spécialistes, il va davantage révolutionner le monde des affaires en aidant le secteur bancaire africain à reconquérir des marchés pour rehausser le taux de bancarisation. Cependant, pour que le mobile banking puisse accompagner efficacement les ambitions d'émergence économique des pays africains, plusieurs défis restent à relever. Il s'agit notamment de l'alphabétisation numérique des populations, de la fiabilité de la connexion Internet et surtout de la sécurisation du dit système, des préalables pour une croissance économique durable et inclusive. Je me tourne vers le consultant bancaire. Monsieur Moïsi, selon certains spécialistes, le marché pèsera 200 milliards de dollars en 2015. Les Africains sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le mobile banking. On peut clairement parler d'une révolution aujourd'hui. En tout cas, il y a quelque chose qui est en marche. J'ai toujours très peur du terme révolution. Mais je voudrais partir d'un constat. Parce qu'avant le mobile banking, il y avait les banques classiques. Le taux de bancarisation aujourd'hui en Afrique est relativement faible. Seulement 20% des foyers disposent d'un compte bancaire. Je ne dis pas 20% des individus, je dis 20% des foyers. Avec des disparités énormes selon l'endroit où on se trouve sur le continent. Au Maghreb, on aura un taux de bancarisation en moyenne de 50%. Dans la zone UEMOA, en Afrique de l'Ouest, on sera autour de 15%. Dans la zone CEMAC, en Afrique centrale, on est à 7%. Or, vous savez que pour financer une économie, le rôle de la banque tel que défini par les économistes, c'est de permettre de mettre en relation des agents à capacité de financement avec les agents à besoin de financement. C'est cette intermédiation qui permet de financer l'économie. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Donc, le mobile banking constitue en effet un levier par lequel on peut passer pour déjà bancariser les populations, les faire sortir de cette thésaurisation massive qu'il y a sur le continent. Parce qu'en effet, les gens ont de l'argent qu'ils gardent dans les maisons. Il faut donc pouvoir trouver des moyens. Et le mobile banking est l'une de ces solutions. Pourquoi? Parce qu'en Afrique centrale, lorsqu'on a 7% de taux de bancarisation, on a 54% de la population qui a un téléphone mobile. Donc, il y a donc là une pénétration du téléphone mobile qui peut être convertie éventuellement en bancarisation pour les populations. Après, il y a quand même des points qu'il faut prendre en compte dans la réflexion. Ce sont les structures qui portent tout ce qui est nouvelles technologies. Les pays africains ne sont pas classés de la même façon en matière de pénétration, non seulement des technologies téléphoniques, d'une part, d'autre part, de génération de téléphonie au niveau du continent. On aura des pays, par exemple, qui fonctionnent encore avec du Edge. On aura d'autres qui sont déjà à la 4G. Et selon qu'on ait la technologie Edge ou la téléphonie 4G, on n'a pas les mêmes moyens, y compris pour le mobile banking. Donc il y a donc une question d'infrastructure. Il faut voir les choses dans leur ensemble. Mais en effet, de façon générale, pris trivialement, on pense que le mobile banking constitue en effet un levier pour le continent.
Alors Nadia, une pénétration de la téléphonie mobile, une rapidité, une efficacité, le mobile banking séduit de plus en plus d'Africains et ça s'explique par de nombreux facteurs. Oui, en effet. Maintenant, à mon sens, ce n'est pas comment dire, un produit qui sera un substitut à la banque. Il n'y a pas de substitution entre le mobile banking et la bancarisation classique et la banque classique. Il y a un mot essentiel lorsqu'on parle d'argent, c'est la confiance. Et aujourd'hui encore, en Afrique comme ailleurs, on a besoin d'avoir confiance en la personne ou en l'institution ou ce que vous voulez, qui va être le réceptacle de cet argent ou en tout cas l'interface entre l'individu et le système bancaire. Donc il y a bien un souci. Il faut instaurer cette confiance. Et pour le moment, la gestion en général du système bancaire ne prête pas réellement, ne laisse pas les gens en fait avoir confiance dans le système. Donc on le sent bien lorsqu'on fait des enquêtes et qu'on discute avec les gens en Afrique. Moi, j'y vais parler de l'Afrique comme si c'était une globalité, mais bon, voilà, on fera la différenciation. Compris, ouais. La première chose qu'ils disent, c'est qu'ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas encore confiance dans le système. Donc il faut déjà commencer par là. C'est bien d'avoir des produits et de nouvelles technologies et on sait parfaitement qu'on est tous d'accord que ça facilite tout parce que là, en l'occurrence, ce n'est plus l'individu qui va à la banque, c'est la banque qui va à l'individu à travers son téléphone. Il n'a plus besoin de se déplacer à un guichet, c'est la banque qui est chez lui. Surtout qu'elles sont concentrées dans les grandes villes. Les exactement. banques. Donc une personne qui est en milieu rural ou dans un endroit plus enclavé, bien sûr qu'il a tout intérêt à passer par le mobile banking. Mais on n'en est pas là. Il faut d'abord instaurer cette confiance-là. Il faut d'abord que les personnes aient envie de placer leur argent, non pas sous leur sommier, mais bien dans un endroit qu'ils considèrent être comme secure. Donc on en est là, il faut passer par là, il faut redonner la confiance déjà aux clients, aux personnes, aux particuliers, hein, parce que pour tout ce qui est entreprise, c'est bon, l'affaire est classée, les entreprises ont maintenant tout intérêt à passer par des banques et le savent pertinemment, sauf, on va dire, l'auto-entreprise qui reste encore à séduire. Mais par exemple, je prends le cas du Tchad, ils ont augmenté leur taux de bancarisation, non pas en introduisant des produits nouveaux, comme le modern banking, mais en s'appuyant sur un réseau plus large de distribution. Ils sont partis mettre des agences un peu plus au nord, un peu plus au sud, avec des individus qui vont discuter avec leurs clients et qui sont là pour justement faire ce travail pédagogique qui est essentiel. Donc je pense qu'il faut déjà revenir à ces choses-là. Le travail pédagogique sur la banque, sur ce que c'est qu'une banque, sur l'intérêt qu'on a et les avantages aussi. C'est justement, Jean-Marie, le côté psychologique dont vous nous parliez hier. Alors j'avais une autre question, Jean-Marie. Est-ce que ce mobile banking, est-ce que ça nuit à la bancarisation ? Parce que les gens ont envie de se dire, bah, c'est facile, j'ai mon téléphone, je mets mon argent dedans. Ou est-ce que c'est une façon de se bancariser ? Vous savez, Amira, par rapport, si vous voulez, au sujet qui nous intéresse, je suis assez dubitatif dessus. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on parle du money banking comme si c'était, si vous voulez, la solution ultime. Et je me méfie un peu quand on accole, si vous voulez, le mobile banking et la notion d'épargne. Tout simplement pourquoi ? Je parle souvent de la confiance dont Nadia vient de parler et de la dimension psychologique de l'individu. Ça voudrait dire quoi ? Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la plupart des transactions qui sont faites à travers le mobile banking, ce sont des petits achats, des envois d'argent et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, que nous puissions parler, comment dirais-je, de la notion d'épargne concernant le mobile banking, ça me semble, nous en sommes encore éloignés à l'heure actuelle. Tout simplement pourquoi ? Parce que les individus, qu'est-ce qui se passe ? La personne se lève de chez elle, elle va mettre de l'argent sur son compte parce qu'elle a besoin d'opérer une transaction par la suite. Le niveau de thésaurisation dont M. Moussi parlait tout à l'heure, si vous voulez, il n'y a pas d'influence dessus. Tout simplement pourquoi ? Parce que cet argent-là reste toujours thésaurisé. On peut croire que le mobile banking va baisser le niveau de la thésaurisation. De mon point de vue, je ne pense pas. Et augmenter l'épargne qui va aller financer les entreprises par la suite. De mon point de vue, je pense que la banque classique reste encore, si vous voulez, l'instrument à l'heure actuelle qui va favoriser le développement des entreprises et de l'économie qui nous intéresse en Afrique. De mon point de vue, le mobile banking,
c'est pour des petites... C'est vraiment des opérations, si vous voulez, des toutes petites opérations pour qu'on puisse, si vous voulez, s'appuyer dessus pour le développement de l'épargne dans une économie et le financement qui va avec. Nadia ? Oui, je disais que c'est vraiment un produit de niche. On ne parle même pas d'épargne. Là, c'est des transactions des courantes. transferts, On oui. ne thésaurise pas, on fait des transferts. Mais bon, ça reste un produit de niche. Pourquoi pas qui sera à côté de tout ce qu'il y a déjà, le e-banking, le SMS banking et tous les nouveaux produits qui ont tous des noms un peu barbares, mais qui au fond sont des petits services qu'on rend aux gens qui ont. Mais ça ne change pas la face. C'est pour ça que notre invité a raison. Ce n'est pas une révolution. Ça ne change pas ça ne change pas le cœur du métier du banquier, en fait. Mais justement, M. Moussil, les Africains, ils ne considèrent pas le mobile banking comme un à côté. C'est vraiment leur façon aujourd'hui de gérer leur argent, quand il n'est pas caché dans la maison, sous le matelas. Je ne pense pas que nous en sommes au niveau de la gestion de toute l'épargne de la famille à partir du mobile banking. Il y a un processus, et nous sommes dans ce processus. Et le mobile banking n'est pas consubstantiel à l'activité bancaire. Je pense que c'est des activités qui se complètent. Parce que le mobile banking est porté en partie par les banques. Parce que dans les faits, c'est des opérateurs de téléphonie mobile en accord avec les banques qui mettent en place des systèmes d'épargne, de transfert, etc. Ce qui est important sur le mobile banking, c'est le coût de l'infrastructure. Une banque classique, elle a besoin d'une agence avec du personnel, donc ça coûte cher. Lorsqu'on a du mobile banking, on n'émet pas de carte, Visa ou Mastercard. Le téléphone sert de service de paiement. Donc, on a un gain en matière de coûts. On a un gain en matière de coûts d'agence. Vous savez, sur le continent africain, la deuxième source de devises, ce sont les transferts. Après les investissements directs étrangers, ce sont les transferts. Et il se trouve que le continent africain est l'endroit où il est le plus cher, il coûte le plus cher d'envoyer de l'argent. Lorsqu'on envoie 100 en Afrique, il y a 12,5% de frais que l'Africain paye. Donc, lorsqu'on regarde ce qui se fait sur le mobile banking, en matière de coûts, les coûts de transfert sont déjà très bas parce que le problème d'infrastructure est quasiment résolu. Donc, rien que sur cet aspect, il y a des évolutions. Après, les choses vont se faire, il y a un processus. Ça se complète. Ça se complète. Et d'ailleurs, du point de vue de la réglementation, il y a quelque chose de très bien qui s'est fait en Afrique de l'Ouest. On a fait le règlement 15-2002 portant monnaie électronique. Avec ceci de particulier, il permet de distinguer non seulement les banques classiques, avec la régulation qui leur est appliquée, mais aussi les opérateurs de téléphonie mobile en tant que prestataires de services financiers électroniques, et à côté de ça, les sociétés commerciales, qui permettent finalement à un grand nombre de personnes et d'opérateurs d'offrir des services financiers aux populations. Je voudrais terminer par ceci qui me paraît quand même très important. J'estime pour ma part que lorsqu'on mène une activité financière, bancaire, on doit respecter la réglementation qui s'applique aux banques. Parce qu'aujourd'hui, la banque, lorsqu'on est une banque, on a un service de gestion de risque, on a un service de lutte anti-blanchiment, on a un service de lutte contre le financement du terrorisme. Et c'est l'un des problèmes du mobile banking. On ne sait pas, lorsque quelqu'un vient déposer 30, 40 000, 50 000, 200 000 francs CFA via le mobile banking, on ne sait pas justifier l'origine des fonds, tel que les banques peuvent le faire. Et cet argent qui rentre dans le système, on n'en sait rien sur l'origine, on ne sait pas comment il a pu potentiellement financer des activités terroristes. Donc c'est l'un des leviers, l'un des points de réflexion que nos opérateurs devront avoir. Justement Nadia, je voulais en venir à ce problème de transparence. On voit bien que le mobile banking a des limites. Il a des limites, mais lui-même se pose ses propres limites. Sur, par exemple, les sommes qu'on peut utiliser, transférer, c'est limité. Il y a pas, c'est vraiment fait pour des petites opérations et on ne peut pas déposer des sommes trop importantes, justement, parce qu'après, on rentre sur la réglementation bancaire qui est beaucoup plus contraignante. Oui, comme le système classique, exactement. On doit justifier à partir d'un certain montant. Le souci, justement, c'est que dans le système classique, on ne justifie pas à partir d'un certain montant. En Europe, on a ce qu'on appelle la 3e directive, avec un principe, l'approche par les risques. C'est-à-dire que la façon dont on contrôle un étudiant, qui a priori n'a pas de revenus, ne sera pas la même avec laquelle on va contrôler quelqu'un qui est connu pour être milliardaire. Donc il n'y a pas de montant. Vous me dites 50 000 francs CFA. Moi j'estime que 50 000 francs CFA, c'est beaucoup pour un étudiant. Mais c'est peu pour un millionnaire. Donc on ne demandera pas à un millionnaire de justifier 50 000 francs CFA, mais un étudiant devra justifier 50 000 francs CFA. Donc c'est toute la question de l'approche par les risques.
Nadia, vous vouliez terminer? Non, monsieur soulève un point essentiel sur la transparence, et c'est vrai, sur le contrôle, la transparence, et que les opérateurs de téléphonie ne sont pas eux-mêmes prompts à contrôler déjà leur système. On le sait très bien qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec les opérateurs. Bon, la NTM lui-même n'est pas parfait. On sait très bien qu'ils ont du mal à coopérer avec les autorités de contrôle. On sait très bien que le système n'est pas encore parfait. Maintenant, si on réfléchit en prospective et si on décide que justement ce système-là pourrait être un complément au système actuel, il faudrait en effet légiférer et donner un cadre général international. Ça n'aurait pas de sens que seuls certains pays soient contraints à respecter cette loi. Il faudrait vraiment, comme pour la législation bancaire, qu'elle s'applique à différents pays et de la même manière. Ce qui, à mon sens, n'est pas près d'arriver encore. Merci Nadia, et c'est l'heure du rappel des titres. Le président sénégalais Macky Sall effectue ce mercredi une visite officielle à Ouagadougou, la capitale burkinabé. L'objectif de cette mission étant de faire le point sur le processus de transition et notamment sur l'avancée de la mise en place du calendrier électoral. Comment mettre Boko Haram hors d'état de nuire s'il n'existe pas de réponse définitive? Les spécialistes de la lutte contre le terrorisme sont unanimes sur le besoin d'unité dans cette lutte. Sur le terrain, le Tchad, après avoir pris plusieurs mesures de sécurité, a lancé un appel à la communauté internationale pour plus d'action. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.